Cédric Klapisch, c'est toujours avec un vrai plaisir qu'on vous suit de film en film. Et puis là, vous terminez une trilogie. On peut dire que c'est la fin de l'auberge espagnole, je crois que oui. Et du casse-tête chinois. Je crois que oui. C'est-à-dire que je verrai dans 10 ans si j'ai une idée flamboyante pour continuer. Mais j'aime bien l'idée que ce soit une trilogie. Donc en tout cas, ça pourrait s'arrêter là. Alors, quelles ont été les difficultés principales pour pouvoir écrire ce troisième scénario sur ces mêmes personnages? C'est certainement le plus difficile des trois. C'était plus difficile d'écrire celui-là parce que d'une part, moi je savais qu'il y avait la pression de l'attente des spectateurs et d'autre part, finalement passer de Xavier qui a 25 ans dans le premier, 30 ans dans le deuxième et 40 ans dans celui-là, à 40 ans il y avait beaucoup plus de choses à imaginer, inventer, faire évoluer et ça c'était pas simple. Donc à l'écriture du scénario, je pensais que j'allais juste tirer des fils et que ça allait être un peu simple parce que je connaissais bien les personnages et tout ça. Mais en fait, je me suis dit qu'il fallait que je surprenne le spectateur et donc il fallait que je me surprenne moi. Donc finalement, ça n'a pas été si simple. C'est un peu vous, ce Xavier? De moins en moins, je dirais. Ouais, parce qu'en fait, au début, c'était un peu vous. Ouais, c'est-à-dire que je racontais un peu mes années d'étudiant. Moi, j'avais été étudiant justement à New York. J'avais passé 2 ans à New York et donc. Au début, tout ce que je raconte sur le fait d'être un étudiant français à l'étranger, c'était des choses que moi j'avais vécues à New York, même si je l'avais transposé dans la génération Erasmus à Barcelone. Mais du coup, c'était... c'est vrai que là, en faisant ce troisième film, même s'il y a des choses qui peuvent se rapprocher de ma vie, c'est quand même plus éloigné de moi. Je ne vis pas à New York, je n'ai pas épousé une Anglaise, etc. Tout à l'heure, on a demandé à Romain s'il servait de sa propre expérience pour jouer le personnage de Xavier. Il nous a dit que non, que c'était vous qui avez la carte blanche totale. Ouais. Et on lui a demandé, est-ce que vous, en écrivant le scénario, vous pensez à Romain? Et il nous a dit que non. Il nous a dit que Romain et Xavier, c'était 2 personnes à part entière. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que quand vous écrivez le personnage de Xavier, vous n'avez pas un peu Romain et sa personnalité en tête? Si, quand même. Moi j'ai Romain en tête parce que je comprends que ce qu'il veut dire, c'est que je n'essaye pas de copier Romain dans sa vie. Donc dans ce sens-là, je me réfère pas à lui, mais par contre, je sais ce qu'il peut jouer et je sais ce que j'ai envie de lui demander, ou alors que des choses qu'il n'a pas joué et que du coup j'ai envie de lui demander. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup Romain en tête en fait par rapport à ça. Donc par rapport aux scènes d'émotion, par rapport aux scènes avec les enfants, par rapport aux scènes même de Audrey Tautou et Romain, c'est pas seulement que je pense à Romain, c'est que je sais que quand il y a Romain et Cécile de France ou Romain et Kelly Reilly, je connais comment ils fonctionnent en tant qu'acteurs. Donc du coup, il y a des choses que j'invente par rapport à ce qu'ils sont capables de jouer. Donc c'est une espèce de jeu subtil comme ça où je me réfère pas à ce qu'ils sont dans la vie, mais à ce qu'ils peuvent jouer en tant qu'acteurs. Ouais. Est-ce que par rapport à Romain, vous le considérez comme son père de cinéma? Pas du tout. Non. Non, parce que déjà, globalement, je me sens quand même plus comme un grand frère que comme un père. J'ai pas eu l'impression de lui indiquer un chemin ou d'avoir un côté paternel à aucun moment. Non, il y a peut-être eu cette relation-là au tout début parce que j'ai été celui qui l'a mis sur le chemin du cinéma, disons, parce qu'il voulait pas être acteur. Et donc, quand il a commencé dans le Péril jeune, il y avait cette notion de le convaincre d'être là. Mais après, il a tellement géré sa carrière tout seul, il a tellement travaillé avec d'autres réalisateurs, Tony Gatliff, Jacques Audiard, Tirard, enfin, il y a eu tellement de gens avec qui il a travaillé que Chéreau dernièrement, c'est des gens avec qui vraiment il a appris des choses et donc s'il y a cette notion de paternité, je la partage avec Audiard, Chéreau et plein d'autres gens. Donc, il vous a surpris justement tout au long de sa carrière? Il m'a tout le temps surpris. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on a retravaillé ensemble. Ça fait donc 7 fois qu'on fait des films ensemble. Et je pense que s'il n'y avait pas de cette notion de surprise et d'évolution, on n'aurait pas pu travailler 7 fois ensemble. Quelle est la plus grande évolution que vous avez sentie chez lui par rapport au métier? Là, c'est sur ce film-là, c'est sur Casse-Tête. Oui. Ouais, parce que
d'une part, ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, ça fait 4 ans, donc c'était presque la période la plus longue où on ne s'est pas vu. Et puis là, il a fait du théâtre, il a travaillé avec Chéreau, il a un rapport au texte qui est plus profond, il a une façon d'étudier le texte avant qu'on le joue, qui est certainement plus approfondie qu'avant. Il y a la notion d'expérience et de métier qui est rentrée en jeu. Avant, j'explique souvent ça, c'est que sur le Péril jeune jusqu'à avant l'Auberge espagnole, Romain, il est attachant parce que c'est une nature. C'est quelqu'un qui a un instinct et une façon d'être, presque animale d'être là. Et donc moi, je suis en train d'essayer de capter cet animal dans les premiers films. Aujourd'hui, il a vraiment acquis une maturité du métier. Et donc, il garde son côté instinctif et animal, mais il a en plus de l'expérience. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, dans Casse-tête chinois, j'étais impressionné parce que il y a le mélange des deux, ce qui est assez rare en fait. En général, quand quelqu'un est très expérimenté, il y a moins le côté instinctif, ou il y a moins le côté primaire. Lui, il arrive à préserver les deux, ce qui est formidable, quoi. Alors dans le Casse-tête chinois, vous nous parlez de plein de choses, de toute l'évolution de la société en même temps, parce qu'il n'y a pas que les personnages qui ont évolué, il y a la société, et donc les personnages évoluent en fonction de la société d'aujourd'hui, Ouais. qui est une mondialisation, puisqu'ils étaient dans l'Europe avec les 2 films précédents, Ouais. et là ils sont à New York, et donc en même temps, finalement, on est proche de tout ça. Oui, parce que moi je trouve qu'on ne s'aperçoit pas à quel point on vit la mondialisation et on ne se rend pas compte à quel point ça fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite un village perdu au fond de la France, il sait qu'il vient d'y avoir un cyclone aux Philippines et peut-être il va donner de l'argent ou il va avoir une réaction, une interaction avec ça. Et pareil avec, je sais pas, les révolutions arabes ou de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète. C'est pas tout à fait pareil qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. J'ai l'impression qu'on est plus les notions de climat, par exemple. On se dit, voilà, peut-être il y a quelque chose à faire pour sauver la planète et que, du coup, ce que vous faites, vous, en tant qu'être humain, pour l'environnement, ça va avoir une application sur la planète globalement. Toutes ces choses-là, c'est des notions très, très nouvelles. Et c'est beaucoup Internet et la télévision qui véhiculent le fait qu'on est citoyen du monde. Donc, je pense qu'on est vraiment qu'au début de cette génération qui est consciente qu'il y a des gens à Tokyo, aux Philippines, en Afrique, et que tout le monde a une vie différente, mais aussi des choses en commun. En même temps, la famille aussi est vraiment au cœur. Et vous m'avez dit tout à l'heure, au niveau d'un dernier sondage qui avait été fait, j'ai été surpris parce que je ne connaissais pas ce chiffre, Ouais. que justement il y avait 60% des enfants en France qui... Alors c'est à Paris. C'est à Paris. C'est un peu moins sur la France, mais c'est proche de 50% pour la France. Ouais. Pour la France. Donc à Paris, c'est 60% des enfants à l'école primaire qui ont leurs parents séparés. Donc c'est beaucoup de couples séparés avec enfants, quoi. Justement, quel discours vous avez, on le sent à travers votre film, sur justement la famille recomposée, ce qu'on veut nous proposer aujourd'hui. Je pense que vous êtes, à la vue de vos films, vous êtes pour tout ça, ce changement, ce mélange. Alors, je suis pas pour. Je vais dire, ouais, c'est ça. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est juste que j'observe ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que c'est comme pour la parentalité, il n'y a pas à être pour ou contre, c'est juste que ça existe. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Soit on est en Russie, on dit ils sont fous, ils sont malades et il faut les enfermer. Soit on dit ça existe, comment on fait exister ça. Et pour les familles recomposées, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas envie d'avoir une opinion. Parce que forcément, c'est un drame, une séparation d'un couple qui a des enfants. Et donc, on le souhaite à personne, mais on a le droit d'être heureux si on l'a vécu. Et donc, c'est la seule chose que je dis, c'est que finalement, ok, il y a un drame, mais on peut surmonter ce drame. Comme vous dites dans le film, la vie c'est compliqué, mais on peut avoir droit au bonheur. Voilà, exactement. C'est une chose assez simple. Ouais. Moi j'avais une question, donc le film porte bien son nom parce que vous avez dit qu'au niveau de l'écriture du scénario ça avait été un véritable casse-tête, vous avez mis des mois. Et vous nous avez dit tout à l'heure aussi qu'au niveau du tournage c'était assez compliqué. Ouais. Vous étiez pris la tête sur le tournage et vous pouvez nous expliquer pour quelle raison? En fait, on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail en France et aux États-Unis.
Aux États-Unis, en fait, il y a les syndicats de techniciens qui sont très organisés et qui font qu'on est obligé de travailler avec le syndicat des acteurs, le syndicat des décorateurs, le syndicat des... Chaque corps de métier, comme ça, a un syndicat. Et il y a des règles extrêmement précises à suivre qui sont super contraignantes. C'est-à-dire qu'en France, on ne se rend pas compte à quel point on est libre parce que... il y a quelque chose de plus artisanal, on est un groupe de gens et donc on se démerde et on fabrique et on demande à l'ingénieur du son d'aider le machiniste et au machiniste d'aider le décorateur. Et donc il y a cette espèce de solidarité qui est plus facile, quoi. Et là-bas, c'est plus hiérarchisé, plus organisé. Pour les autorisations de tournage, il faut savoir un mois à l'avance qu'est-ce qu'on va tourner. C'est vrai que moi, l'Auberge espagnole ou plein de films que j'ai fait en France, je réécris le scénario la veille pour le lendemain et tant que ça gêne pas les acteurs ou les techniciens qui travaillent sur le film, on le fait et puis on s'arrange. Là, il y a vraiment quelque chose qui est plus cadré, quoi. Donc c'était difficile pour moi de suivre ces règles-là. Est-ce qu'il y a du coup des choses que vous n'avez pas pu faire, que vous avez dû changer ou... Tout le temps, je dirais. Ah oui, d'accord. Tout le temps, c'était vraiment c'était frustrant au début parce que je me suis dit mais je suis en train de foutre en l'air mon film parce que je ne fais jamais ce que j'ai envie. Puis finalement, très bizarrement, à force de faire des compromis, on s'habitue à en faire et finalement c'est comme ça qu'on fait le film. Et après il y a une science du compromis, c'est-à-dire que je crois pas du tout aux réalisateurs. Souvent les réalisateurs français disent qu'il faut faire du cinéma sans compromis. Moi j'y crois pas du tout parce que si on a écrit une scène et qu'on l'a écrit pour le soleil et qu'il pleut, bah on va le filmer sous la pluie. Donc on a beau pas vouloir faire de compromis, mais en même temps on filme sous la pluie. Donc il y a finalement un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des contraintes en plus, donc on accepte ces contraintes-là et puis on avance avec ces contraintes-là et à la fin, le film il est fait de ces compromis ou de comment on s'est arrangé avec les contraintes et puis le film que vous vouliez finalement. Et au fond, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à la fin ça ressemble au film qu'on a écrit, quoi. Donc c'est assez troublant ça. Vous ne sauriez pas l'expliquer alors? Non, parce que il y a vraiment une espèce de magie du cinéma, ça fait partie de la magie du cinéma, de la même façon qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est un bon acteur, ou même quand on filme Lucchini ou Juliette Binoche ou Romain Duris, et qu'il y a 10 prises, et puis il y a une prise, mais qui n'a rien à voir avec les autres, et on se dit c'est la bonne prise, c'est inexplicable, c'est pas juste qu'il a mieux joué, ou c'est juste qu'il y a une magie, quoi. Et donc c'est vrai que moi en tant que réalisateur, je suis que à la recherche de cette magie, et ça peut être un rapport entre le temps qu'il fait dehors, ce qui se passe dans la rue, comment joue un acteur, et c'est juste qu'on essaye de capter des choses qui sont justement un peu mystérieuses et un peu indéfinissables. En tout cas, c'est ce qui nous caractérise souvent. Ben, merci. En tout cas, nous, ce qu'on espère et ce qu'on souhaite, c'est que Casse-tête chinois ait autant de succès que les deux précédents. Moi aussi, je me le souhaite. Merci beaucoup. Merci.